Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur le système de paiement à la MSU. Je suis Jean-Marc Chaumet, le directeur économique du CNIEL, et avant que Corentin Puvillan ne vous présente ce webinaire, je voudrais replacer cette étude dans les travaux économiques du CNIEL. Cette étude fait partie des missions des économistes du CNIEL, dont Corentin fait partie, et ces études ont pour but d'objectiver la situation économique de la filière et de fournir des informations aux acteurs de la filière. Les domaines d'expertise que nous traitons sont aussi bien la structure de la filière, les indicateurs économiques, les marchés laitiers, le contexte géopolitique. Et l'objectif de ces travaux est de favoriser la transparence et le dialogue entre acteurs de la filière, de fournir des références, des données, des outils pour la communication institutionnelle et le grand public, et de favoriser la compétitivité et la résilience de la filière via des prises de décision éclairées des acteurs. Et c'est notamment dans ce dernier objectif que s'inscrit l'étude présentée aujourd'hui. Ces travaux sont communiqués par différents canaux, des notes de conjoncture écrites, vidéo, un tableau de bord, des indicateurs, des documents de référence comme l'économie laitière en chiffres, mais aussi des études thématiques qui peuvent être publiées ou faire l'objet de webinaires comme celui-ci. Vous retrouvez une grande partie de ces informations sur le site de CNIEL Info. Voilà ce que je voulais dire en préambule, et je vais laisser maintenant Corentin présenter l'étude. Bonjour à tous, je change juste les paramètres caméra parce qu'on est un peu sombre quand on nous voit de loin. Donc, comme l'a dit Jean-Marc, je vais vous présenter cette étude sur les systèmes de paiement MSU. Donc, c'est une étude sur l'impact globalement des systèmes de paiement, le potentiel d'impact en tout cas sur les équilibres matières des filières, et en particulier évidemment de notre filière. C'est une étude qu'on a, à l'instar d'une étude déjà présentée il y a quelques mois sur le prix du lait France-Allemagne, le différentiel prix du lait France-Allemagne, qu'on a réalisé dans le cadre des GT compétitivité du CNIEL, et qu'on a présenté déjà. En fait, ça s'inscrit dans la continuité d'un webinaire aussi sur les grammes différentiels, certains s'en souviennent, qui avait été réalisé il y a 2 ans auprès des CRIEL seulement. Mais c'est une étude plus complète où on a tous ces éléments-là et qui est plus globale, plus complète là-dessus, et qu'on a déjà représenté de nouveau en 2025 là, dans quasiment tous les CRIEL, partiellement ou complètement. Et donc, elle va s'inscrire en 4 temps. Donc, on commencera sur une introduction sur les équilibres matières de la filière, les grands enjeux et tendances là-dessus. L'impact, on vous présentera la comparaison entre notre système de paiement, notre système de paiement et ceux qu'on retrouve les plus couramment en Europe. Donc, on fera un petit panorama européen et on regardera quels sont les impacts qu'ont ces systèmes de paiement sur effectivement la matière utile. Donc les taux butyreux, les taux protéiques, et on fera des simulations, une implication concrète pour la filière si la filière passait à un paiement à la matière utile. Donc voilà, je commence le propos là-dessus. Donc sur la première partie sur les équilibres matières de la filière, donc avec des éléments qui vous ont été présentés, sur certains ont déjà assisté. On reprend une étude qui avait été faite sur ces grands équilibres matières et les conséquences de déficit de matières grasses. Donc, c'est des choses très connues maintenant dans la filière. Je précise que ces éclairages-là, ils sont globaux, ils sont faits avec une vision filière, mais que derrière, évidemment, il y a une hétérogénéité entre les opérateurs, entre les acteurs, que derrière ces grandes moyennes. N'hésitez pas à poser vos questions de compréhension dans le chat si vous en avez, et les questions plus larges seront plutôt posées à la fin du webinaire. Merci. Donc le premier constat, c'est celui que vous connaissez tous, celui de notre déficit de matières grasses dans la filière laitière, en ce sens que ça apparaît sur ce graphique-là. Nous consommons au global toute utilisation et tout débouché de matière grasse plus que ce que nous produisons. C'est-à-dire que la courbe verte en fait reflète la consommation en équivalent lait
de l'ensemble de notre matière grasse, c'est-à-dire l'ensemble du lait dont on a besoin pour répondre à notre demande de matière grasse, qui était là sur un an glissant à mars 2026 à 25,5 millions de tonnes. Donc, c'était d'ailleurs un nouveau record, même si derrière, je vous invite à regarder globalement en tendanciel, puisque les fluctuations sont liées surtout à des effets de stock. On raisonne là par bilan, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on est sur une consommation équivalent lait, tout débouché, tous usages. Et donc, vous voyez que la courbe verte a dépassé la courbe rouge, qui reflète notre collecte, qui est aujourd'hui à 24,5 millions de tonnes équivalent lait. Et donc, que globalement, sur 10 ans, notre déséquilibre matière, notre déficit en matière grasse a continué de se creuser graduellement, progressivement. Voilà, et on est aujourd'hui à un taux d'autosuffisance de 95%, 96%. C'est-à-dire qu'en gros, on consomme à peu près 5% de matière grasse de plus que ce que l'on produit aujourd'hui. Donc, c'est la différence entre le 25,5 et le 24,5. Où est consommée cette matière grasse? Déjà, je vous invite à regarder le graphique de gauche. Cette matière grasse, en termes de répartition, elle est consommée en GMS, sur les autres circuits au détail, en restauration en foyer, RHF. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est dans les IA de la seconde transformation, vous le savez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette comparaison 2013-2023, on voit d'où vient cette évolution de la consommation de matière grasse. La croissance s'est faite quasiment exclusivement sur ces débouchés-là. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que derrière ces 25,5 milliards de litres équivalent lait de consommation de matière grasse, on considère le produit laitier comme consommé quand il perd sa caractéristique de produit laitier. Autrement dit, quand le beurre est incorporé dans le croissant, on considère le beurre comme consommé. C'est ça qu'il y a derrière. Et donc, entre 2013 et 2023, ce sont ces IA de la seconde transformation qui ont été les principaux porteurs de cette demande pour les produits laitiers, pour la matière grasse laitière, ils ont consommé l'équivalent de plus de 2 milliards sur 10 ans d'équivalent, et ils ont importé 65% de cette matière grasse au global. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette croissance? C'est en particulier ce secteur de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui en France a cette particularité de faire une grande partie des croissants au beurre, ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos partenaires des autres pays européens notamment. On a aussi le secteur des crèmes glacées qui consomme de plus en plus de crème, qui achète de plus en plus de crème. Et donc, si on regarde à droite maintenant la ventilation de cette consommation de matière grasse par produit, le beurre et la crème, le beurre, c'est 44%, mais c'est bien important d'avoir en tête sur cette présentation que quand on parle consommation de matière grasse, les 25,5, c'est tout usage. Et donc, le fromage constitue une part importante de ces utilisations de matière grasse, à environ 35%. Il y a juste une demande de précision sur ce graphique, si les constats est le même en agriculture biologique, sinon quels sont les ordres de grandeur? Ça, c'est le genre de... On répondra plus à ce type de questions après, mais alors sur la filière bio que je connais bien, les déséquilibres matières sont encore plus prononcés que sur la filière laitière dans son ensemble. On a vraiment un déséquilibre matière important, on consomme beaucoup plus de matière grasse que de matière protéique sur la filière bio. Et si, donc je vous ai dit, la consommation de matière grasse, c'est tout débouché qu'on la considère, mais si on rentre sur le seul cas du beurre, je vous ai dit, au global, consommation de toute matière grasse, on est à 95% d'autosuffisance. En revanche, sur le seul beurre, notre déficit est beaucoup plus marqué, puisque on a un déficit d'environ 135 000 tonnes, un taux d'autosuffisance de 70%, et nous sommes le premier importateur mondial de beurre, notamment du fait de cette caractéristique parce qu'on mange nos croissants au beurre, de notre secteur de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui en consomme énormément. Derrière cette rareté relative de la matière grasse, on sait que ça nous permet aussi de mieux valoriser. On valorise mieux globalement. On a des prix export beurre supérieurs à nos voisins. Aussi parce qu'on a une vision de perception d'excellence, de savoir-faire sur la matière grasse et sur le savoir-faire industriel. Donc derrière ce constat, il y a aussi des avantages. Mais voilà, ce qui est important de voir, c'est vraiment ce déficit qui n'a cessé de se creuser. Certes, on exporte aussi beaucoup de beurre. On est dans un marché
interconnectés, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette différence qui ne cesse de se creuser et ce statut de premier importateur mondial qui s'impose, où la France se détache. C'est quelque chose qui était trop peu connu, qui est trop peu connu, mais la France est plus que jamais le premier importateur mondial de beurre, le deuxième étant les Pays-Bas, très très loin derrière nous. Et donc, on s'est plutôt détaché ces dernières années. Alors là, on est à 210 000 tonnes et pas à 260 000 tonnes parce qu'on ne compte pas la matière grasse laitière amide, le butter oil, mais le constat est le même. Et donc, je ne vous l'ai pas dit, si je remonte la courbe juste avant, là, on vient de nouveau, même dans cette période de surabondance de lait, on est de nouveau sur des niveaux records d'importation à 261 000 tonnes, une fois qu'on prend en compte le MGLA, en plus du beurre 82. Et ce statut finalement de premier importateur mondial de beurre, ces 260 000 tonnes équivalent beurre que l'on importe, elle nous a exposé très fortement, c'est un point très important, ces dernières années, à la flambée des cours du beurre successives, aux flambées successives des cours du beurre qu'on a connues. On en a connu 3 sur les 10 dernières années. La première, évidemment, 2017-2018, la deuxième, 2022-23, et la troisième, 24-25. Aujourd'hui, évidemment, on est sur une chute du beurre en lien avec la flambée de la collecte. Je précise que ce webinaire s'inscrit sur cette étude, elle s'inscrit sur du long terme, hein, donc on s'extrait du contexte conjoncturel. Et du coup, forcément, quand on importe autant de beurre avec des prix, des flambées, des prix successifs, ça donne un équivalent en valeur de ces importations absolument colossal, puisqu'en 2025, on a importé l'équivalent de 2 milliards d'euros de matières grasses laitières. Et donc, en comparaison de 2013, c'est plus du double, largement plus du double même, mais quasiment le triple. Mais vous avez vu qu'il y avait un effet volume tout à l'heure qui était spectaculaire, mais c'était surtout l'effet prix lié à ces situations. Alors là, c'était 2025, ce sera moins le cas évidemment en 2026, mais c'est simplement pour vous donner l'impact, l'ordre de grandeur de l'impact de cet effet prix en termes d'exposition quand on sait que notre solde agroalimentaire ou agricole de manière générale s'étiole et pour la première fois était très proche d'être négatif, voire négatif dans certaines analyses. Quand on a 2 milliards d'importation de beurre, évidemment, ça compte beaucoup sur le poste. Le poste compte beaucoup. Et donc, en plus, là, je vous ai mis la répartition de nos... Alors là, je suis à nouveau en beurre 82 seul, donc des 210 000 tonnes qu'on importe en beurre 82. On dépend en gros à 90% de 5 pays. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et le Danemark, là, qui est dans la catégorie autre. Et alors, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on s'extrait aussi du contexte conjoncturel, puisque la flambée de la collecte est à grande prédominance conjoncturelle en ce moment. Mais d'après un certain nombre d'études prospectives, donc de la Rabobank en 2024, mais qui a en fait de l'IFCN également, c'est 4 de ces 5 pays fournisseurs qui nous fournissent 70% de notre beurre pourraient voir leur production laitière diminuer. Alors là, la Rabobank prévoyait 13% de production laitière en moins d'ici 2035. Ça reste de la prospective, donc c'est très très compliqué à prédire ces choses-là, mais en lien évidemment avec les contraintes environnementales, en lien avec le changement climatique, en lien avec, en fonction des pays, avec les pénuries de main-d'œuvre. Donc voilà, en tout cas, il y avait plutôt un consensus parmi les études prospectives pour dire que ces pays, nos principaux fournisseurs de beurre, devraient en plus voir leur production laitière baisser dans les prochaines années. Et il se trouve que on sait que quand la production laitière diminue, la collecte diminue, les fabrications de beurre surréagissent aux évolutions de collecte, puisque le beurre poudre est en gros surtout est la première variable d'ajustement industriel. Donc en plus, si on était... Là, je n'ai pas forcément le temps d'aller sur ces éléments, mais ça fait partie d'une étude où on allait un peu plus loin dans l'analyse des répercussions possibles. Donc, voilà ce qu'il en est sur la situation sur notre matière grasse. Donc, il faut maintenant regarder le pendant de la matière grasse,
de la matière utile, qui est la matière protéique. Et sur la matière protéique, on est sur une situation complètement opposée à l'échelle française, à l'échelle équilibre matière française. Je parlerai ensuite de ce qu'il en est sur les marchés mondiaux où la situation est en train est en train de changer, à voir si ce sera à court ou à long terme. On croule sous les excédents qui étaient globalement peu valorisés sur les dernières années, à voir si la donne est en train de changer. Je vous ai fait un graphique sur l'autosuffisance en matière grasse. Voici son pendant sur l'autosuffisance en matière protéique. Où là, on est excédentaire en matière protéique, on a un taux d'autosuffisance, donc on en consomme l'équivalent de 18 milliards de litres équivalent lait, alors que notre collecte est à 23,7. Donc on en consomme 32% de plus que ce que l'on produit. Vous avez la répartition à droite de comment on consomme cette matière protéique. C'est d'abord dans le fromage et ensuite beaucoup dans des poudres. Le fait est que sur la matière grasse, là où on a plus un problème de disponibilité en moyenne, sur la matière protéique, c'est plutôt un problème de valorisation en moyenne parce que derrière ces très lourds excédents protéiques, en fait, on est plutôt surreprésenté sur des produits que l'on considère comme des commodités ou des produits basiques ou standards, à savoir par exemple la poudre omègue, la poudre de lacto basique à 12% de protéines et les caséines. Alors les caséines, il y en a toute une diversité, mais là je vous ai mis les caséines présures et acides. Hein. Je ne parle pas des caséines micellaires natifs qui ne sont pas des produits basiques, mais les caséines présures acides, on les met là-dedans parce qu'il y avait plutôt ces dernières années globalement une valorisation proche de la poudre omègue en valo pure. Et je vous ai matérialisé en noir, c'est notre poids dans la collecte européenne, la ligne en noir, et les histogrammes sont le poids, la part de la France en pourcentage dans la fabrication de l'UE. Et donc, on voit que sur ces catégories basiques, relativement basiques, qui ont plutôt souffert d'une moindre valorisation que les produits à haute valeur ajoutée en tendanciel ces dernières années, on est plutôt surreprésenté. Et en revanche, on est plutôt sous-représenté. C'était un des éléments de notre étude sur le différentiel de prix France-Allemagne, sur les concentrés, les isolats de protéines sériques. On y reviendra juste après. Et malgré la baisse globale de la collecte ces 10 dernières années, malgré le rebond actuel, on reste plutôt sur une baisse ces dernières années. On a globalement pas réduit cet excédent, ce volume de protéines valorisé dans ces ingrédients secs basiques. Vous avez la fabrication de poudre maigre en France, qui sont restés supérieurs à 350 000 tonnes. En gros, on est stable depuis 10 ans, donc on n'a pas... malgré la baisse de la collecte, qui est très faible quand même mesurée en MSU, en tout cas, cet excédent n'a pas diminué. Idem sur les fabrications de caséines présures et acides, qui ont même augmenté ces dernières années. Et on exporte aussi beaucoup de cet excédent, et beaucoup plus là depuis 24-25, mais même avant la flambée de la collecte actuellement, du lait liquide vrac et crémé, en plus qu'on valorise mal en comparaison de certains de nos voisins, notamment l'Allemagne. On est en gros structurellement 30 € en dessous des Allemands sur le spot liquide et crémé pour différentes raisons. Déjà parce que en lien avec nos coûts de transfo de poudre maigre, mais aussi en lien avec leur proximité de l'Italie qui leur permet, qui est un très fort acheteur qui achète à bon prix la protéine. Mais du coup, voilà, donc ça fait une forte exposition sur des volumes assez mal valorisés. Et du coup, ce que je vous disais, si on regarde l'évolution des fabrications secs basiques converties en équivalent lait, on reste au-dessus des 8 milliards de litres valorisés dans ces produits-là. En gros, on reste aux alentours de 36% de la collecte. Donc toujours, une question de... Et au contraire, et c'était aussi un des éléments de l'étude Prix France-Allemagne, on connaît actuellement sur les marchés, je vais y revenir après, une revalorisation de la matière protéique, surtout de la protéine sérique. On espère, et ça c'est en train de venir sur la protéine de lait, mais c'est vraiment surtout la protéine sérique, et donc même le lacto en poudre basique profite. Mais c'est incomparable en termes de valo par rapport aux concentrés et aux isolats de protéines sériques. Les concentrés de protéines sériques à 80%
dépasse aujourd'hui les 25 000 eurotonnes, les isolats souvent les 30 000 eurotonnes. Et là-dessus, et donc pourquoi? Notamment parce que ce sont les produits qui sont les plus facilement incorporés dans les produits hyperprotéinés et dans la nutrition spécialisée. Et donc, c'est ce type de protéines qui profite le plus. Et sur ce type de protéines, on est plutôt sous-représenté par rapport aux voisins. Donc, on est notamment on a commandé notamment une étude au GIRA sur cette thématique-là. Et donc, on montrait dans l'étude France-Allemagne, la nôtre, que c'était, par exemple, que les Allemands étaient beaucoup plus positionnés sur ces marchés-là. Ils font 50 000 tonnes à peu près de WPC 80 quand on en fait 10 000 tonnes. Et donc, nous, on a beaucoup moins pris la hausse, beaucoup moins profité, on le voit en valeur. Ils ont exporté pour l'équivalent, grâce à cette flambée de ces WPC 80, ces concentrés de protéines sériques à 80%, l'équivalent de 400 millions d'euros de plus que nous sur 2025. Et donc voilà, ce constat, j'y reviendrai après, mais on a ce constat-là globalement d'un problème au global, tout dépend des situations qui sont très hétérogènes entre les opérateurs de valorisation sur la matière protéique et plutôt de disponibilité de quantité sur la matière grasse, se pose la question, est-ce qu'on peut, et donc c'est comme ça qu'on arrive sur notre sujet des systèmes de paiement petit à petit, donc à quel point, quelle portée a le fait de jouer sur le rapport TB-TP dans le lait, taux butyreux, taux protéique, en termes d'adéquation offre-demande des besoins de la filière. Alors, jouer sur le levier TB-TP, il peut répondre à deux objectifs complémentaires pour une entreprise. Alors, réduire son déséquilibre matière en alignant les approvisionnements sur le mix produit et les besoins industriels, et plus sur une approche marché globaux, optimiser la création de valeur en s'adaptant aux signaux de marché, donc beurre poudre en gros. Si on regarde la première vision, la vision filière équilibre matière à l'intérieur de la filière, et donc une grande partie de la moyenne entre les différentes entreprises, de vos situations, en fait, on se rend compte que notre déséquilibre matière, que cette perte d'autosuffisance sur la matière grasse, elle est en partie liée à l'inadéquation offre-demande entre notre ratio demande MGMP et notre offre MGMP, c'est-à-dire notre rapport taux butyreux, taux protéique. Je vous présente d'abord sur ce graphique le ratio MGMP. Autrement dit, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit on consomme l'équivalent de 25 milliards de litres équivalent lait pour la matière grasse et 18 milliards de litres équivalent lait pour la matière protéique. Si on fait le ratio entre 25 et 18, on obtient 137%. Et donc, ça veut dire qu'on consomme 37% de plus de matière grasse laitière que de matière protéique laitière en équivalent lait. Et ce ratio-là, c'est le plus déséquilibré du monde, en lien avec les explications de tout à l'heure, notamment notre secteur du BVP, qui en consomme beaucoup. À titre d'exemple, donc c'est juste pour mieux comprendre ce graphique-là, l'Espagne, ils sont à 93%, ça veut dire qu'ils consomment plus de matière protéique laitière que de matière grasse. Et donc, on a ce ratio le plus déséquilibré d'Europe et sans doute du monde. Je ne peux pas faire ça sur l'ensemble des pays du monde, mais sans doute, en tout cas, des grands pays laitiers dans le monde. Et si on regarde maintenant le pendant de ça, donc ce ratio MGMP, non plus sur la demande, mais sur l'offre, et donc c'est quoi? C'est un ratio TB-TP. Alors, très important, vous verrez, on parlera soit de taux butyreux, soit de taux protéique, soit de taux azoté. Mais en gros, c'est la même chose. On fait juste un fois 1,05 pour le taux azoté à des fins de comparaison européenne, parce que c'est plus le standard européen. Donc, quand vous voyez TA, en fait, c'est équivalent taux protéique. C'est juste pour pouvoir comparer avec les autres pays qui sont en taux azoté. Mais taux azoté, en gros, c'est qu'on prend en compte l'azote non protéique. En gros, ça revient au même, c'est proportionnel. Et donc là-dessus, sur ce rapport TB-TP, la France est en revanche en dessous de la moyenne européenne, au niveau de la moyenne européenne, en gros, sur l'année 2025. Donc vous voyez, côté demande, rapport MGMP le plus élevé d'Europe, sans doute du monde, rapport MGMP sur l'offre, on est dans la moyenne, donc une inadéquation là-dessus entre nos besoins et notre offre. Je précise que notre déséquilibre matière, globalement, en lien avec cette tendance pour les produits hyperprotéinés qu'on voyait tout à l'heure, notre ratio MGMP, alors là, je suis juste sur le périmètre GMS, c'est un élément très intéressant qu'on est en train d'observer dans les chiffres, parce que la consommation de yaourt repart très fortement à la hausse après des années de baisse là, depuis 2-3 ans.
et maintenant on compense la perte de consommation de protéines qu'on avait à travers la baisse de lait liquide, parce qu'on consomme de plus en plus de fromage aussi. En fait, notre déséquilibre matière, en tout cas en GMS, il commence à baisser un petit peu, mais on reste, et c'est le point de vue de cette étude, on reste sur un déséquilibre matière massif, puisqu'on consomme encore l'équivalent de 29%, on a besoin de 29% de lait en plus pour répondre à la demande de matière grasse que de matière protéique sur la seule GMS, même si ça commence un petit peu à baisser, en lien avec notamment l'envolée de la consommation des yaourts hyperprotéinés. On a déjà consommé, on est à 100 000 tonnes sur un an, et ça fait l'équivalent de 300 millions de litres déjà absorbés, qui sont en partie importés, donc pas 300 millions de litres français, mais là je suis sur l'approche de monde. Et donc, si je fais le lien avec ce rapport offre-demande, à quel point ce levier de jouer sur le TBTP est un levier, et quelle est sa portée pour la filière. On part juste d'un exemple très théorique. On compare avec l'Irlande. On prend notre taux butyreux. Alors là, je suis en pourcent, je ne suis pas en grammes par litre, mais on est en gros à 4,1% de taux butyreux en moyenne en France. Ça fait à peu près 42 grammes par litre. Et on a progressé de 4% sur les 10 dernières années. On y reviendra après. Pendant que l'Irlande, lui, a augmenté de 9%, et ils sont aujourd'hui sur un taux à 9% supérieur au nôtre. Et c'est simplement pour vous donner ce que ça donne en termes d'ordre de grandeur, sur l'ampleur, sur l'impact de ce levier TBTP. Je vous invite déjà à regarder la courbe en bas, en bleu foncé, notre taux d'autosuffisance en matière grasse, dont je parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui à 96% pour 42 grammes par litre. Donc ça, c'est notre teneur moyenne, notre taux butyreux moyen. Et la courbe bleu clair, c'est notre taux d'autosuffisance fictif si notre taux butyreux, notre taux de matière grasse, avait évolué comme le taux butyreux irlandais ces dernières années. On n'aurait pas perdu notre autosuffisance, on serait à 105%. Donc, voilà, c'est pour simplement vous donner, évidemment, on est sur des systèmes complètement différents. Voilà, encore une fois, simplement pour donner cet ordre de grandeur et faire le lien entre l'amont et l'aval, donc, ce qui est notre rôle. On serait encore à 105% d'autosuffisance, où là, maintenant, on est à 95%. Et du coup, en fait, là, on est à 42 grammes par litre en moyenne France. Il nous suffirait finalement d'atteindre les 44 grammes par litre pour reconquérir, pour être à 100% d'autosuffisance, comme vous le voyez ici. Voilà. Et si on poursuit ce cas théorique, si on regarde les seules fabrications de beurre, alors on a plutôt été sur une tendance baissière sur les 10 dernières années. Alors avant la flambée actuelle, en grande partie, encore une fois, conjoncturelle, mais globalement, on reste sur une tendance baissière depuis 10 ans. Et si on poursuit le raisonnement, si toute cette matière grasse qu'on avait produite en plus, si on avait évolué comme le taux butyreux irlandais, toujours destiné à vous donner des ordres de grandeur, on aurait pu produire 100 000 tonnes de beurre supplémentaire en 24-25. Et donc, au lieu d'avoir une courbe baissière, on aurait une courbe haussière, sachant que notre consommation de matière grasse a progressé évidemment sur les 10 dernières années. 100 000 tonnes de beurre, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 500 millions d'euros en 2025. Ce sera moins en 26, mais sur 25, c'est l'équivalent de 500 millions d'euros. Donc, un coût d'opportunité à ce moindre taux butyreux qui s'est renforcé, qui n'a cessé de se renforcer au fur et à mesure de la hausse des prix de la matière grasse ces 10 dernières années, au fur et à mesure de ces flambées successives sur la matière grasse. Voilà, donc pourquoi on a fait moins 4% de fabrication de beurre en gros, parce que notre production de matière grasse à ce taux-là de 42 grammes par litre en moyenne est restée stable. Et on a des arbitrages en faveur davantage du fromage et de la crème, mais là sur des arbitrages industriels au global. Et donc, je vous ai dit, il y a deux approches. Il y a l'approche équilibre matière et il y a l'approche qui est tout aussi importante, valeur de l'AMG et de l'AMP sur les marchés, puisqu'une bonne partie du lait français est valorisé à l'export et sur ces débouchés-là aussi. Et donc, on est passé sur les cours mondiaux. Donc là, vous avez les cours Océanie. On était
entre 2020 et 2015, on considérait, vous le savez, la matière grasse comme le parent pauvre de la matière utile, avant sa réhabilitation assez brutale finalement, en tout cas sur les marchés, qu'on identifie à 2014 avec ce fameux exemplaire du Times Eat Butter, avec cette réhabilitation progressive de la matière grasse laitière par les instances sanitaires, en tout cas la nuance dans son rôle sur les ABC. Donc on attribue ça en partie à ça. Et donc on est passé d'un rapport de 1 kg de beurre égale 1 kg de poudre de lait écrémé à 1 kg de beurre égale 2 kg de poudre de lait écrémé sur 2015-2025. Et au regard de ce qui est en train de se passer avec la tendance pour les produits protéinés, on est aujourd'hui plutôt sur un rééquilibrage, à voir comment les choses vont se poursuivre. Mais globalement, voilà, on est dans une situation incomparable depuis 10 ans avec ce qu'on a vu entre 2000 et 2015. Donc, je conclue, avant de rentrer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je conclue cette partie-là sur les équilibres matières. Avec, je passe très rapidement, des choses qu'on s'est déjà dites. On a perdu notre autosuffisance en 2017. Cette dépendance, elle nous coûte extrêmement cher en importation de beurre quand les prix flambent, 2 milliards en 2025. Et en plus, elles proviennent à 90% de 5 pays et 4 d'entre eux doivent voir leur production baisser. Et notre faible taux butyreux dans ces périodes de flambée du beurre sont traduits par un coût d'opportunité massif pour la filière au niveau où le beurre cotait. Et sur la matière protéique, une situation plutôt opposée avec des excédents valorisés en poudre maigre, en produits globalement basiques qui ne se sont pas réduits, beaucoup valorisés en lait liquide écrémé dont les exportations ont vraiment augmenté ces dernières années, et au contraire un sous-positionnement sur les produits à plus haute valeur ajoutée, en tout cas sur la protéine sérique, c'est moins le cas sur les protéines de lait, et au contraire un surpositionnement sur cette matière protéique au global filière, encore une fois, sur des marchés plutôt matures, voire déclinants, donc les poudres de lait infantile, les fromages à pâte molle, dont les ventes diminuent en France, la SMP, les ingrédients basiques, les caséines-présures aussi, caséines-présures qui devraient beaucoup moins profiter que les autres protéines de lait de la tendance pour les produits hyperprotéinés, contrairement aux caséines natives du reste. Voilà. Et donc, partant de ce constat, voilà, encore une fois, des enjeux plus de valorisation sur la MP, mais plus de vraiment disponibilité sur la matière grasse, de quantité, sur les équilibres matière-filière, se pose la question de l'impact de notre système de paiement à la matière et de ceux de nos voisins européens. Est-ce que voilà, ça pourrait permettre, en ajustant notre type de système de paiement, d'adapter notre offre de TB et TP, enfin notre offre à la demande. Je commence, vous aurez ici un glossaire, parce qu'on va rentrer vraiment sur des choses plus techniques. Donc, je vous remets ici les définitions, taux butyreux, donc taux de matière grasse, taux protéique. Taux azoté, je vous ai déjà fait la définition. Donc, vous aurez ça dans le document final. Je ne vous ai pas précisé qu'on vous enverra évidemment ces éléments. Et donc, comme je vais vous parler de systèmes de paiement à la matière utile tels qu'ils sont pratiqués par beaucoup d'opérateurs dans le monde, je vais vous dire déjà, faire la définition de ce qu'on considère économiquement comme étant la matière utile. Donc, vous le savez, le lait, c'est 87% d'eau et en gros, à peu près, en moyenne, 13% de matière sèche. La première composante est le lactose, mais ce qu'on considère en quantité, mais pas en valeur, ce qu'on considère comme matière sèche utile, à l'intérieur de cette matière sèche, c'est seulement la matière grasse et la matière protéique. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux principaux constituants créateurs de valeur dans le lait. Ils représentent en gros à eux deux plus de 95% de la valeur. Et par convention, quand on parle système paiement MSU, on considère que 100% de la valeur vient du lait, même s'il y a des systèmes paiement MSU qui valorisent aussi le lactose. Alors, Friesland Campina l'a fait jusqu'à 2022, fin 2022. Les États-Unis aussi, dans leur système de paiement à la matière, valorisent le non-fat, donc y compris le lactose, entre guillemets, même si c'est compliqué, on ne s'attardera pas forcément sur le système américain. Mais voilà, au global, par contre, la plupart des systèmes de paiement se font à la matière utile, matière grasse, matière protéique, le lactose n'étant souvent pas
la matière limitante, le facteur limitant. Souvent, bon, on le sait, les produits sont le lait est standardisé à l'entrée des usines. On met la matière grasse d'un côté, la crème d'un côté et le lait écrémé de l'autre, et on reconstitue ensuite, en gros, les produits en fonction de leurs composantes MGMP. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à avoir en tête, et ce qui est très important, c'est que quand un taux est 10% plus élevé, un taux butyreux, un taux de matière grasse est 10% plus élevé, on fait avec le même litrage 10% de beurre en plus. Et donc, il n'y a que ça, entre guillemets, qui compte, c'est la matière utile, puisque c'est ce qui conditionne la quantité de produits finis derrière. Donc, c'est ça qui justifie une approche par la matière utile. Notre système de paiement en France, il ne paye pas, je reviendrai juste après sur la définition, les caractéristiques d'un système à la matière utile, mais déjà, je reviens sur le système français pour avoir la comparaison. Notre système français, pardon, je fais juste une petite aparté en amont de cette partie. C'est des sujets qui pourraient être considérés comme sensibles politiquement, mais sur lesquels on a la demande de travailler des cas de collège, et sur lesquels on peut complètement s'extraire des questions de répartition de la valeur entre les différents maillons. Et d'ailleurs, vous allez le voir, on traite ce sujet-là en s'extrayant complètement de ces questions de répartition de valeur sans qu'il y en ait forcément des implications, puisque demain, s'il y a un changement de système, il y aura des répercussions, mais qui peuvent se faire en fonction des types de systèmes choisis, en fonction de si on raisonne à prix réel égal ou prix standard égal, de différentes manières. Donc, on s'extrait complètement de ces questions de répartition de la valeur. C'est absolument pas le sujet. On est vraiment sur une approche technique économique, d'éclairage économique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les collèges nous autorisent à s'emparer de ce sujet, nous demandent de s'emparer de ce sujet. Donc, notre système de paiement, c'est un système gramme différentiel. C'est-à-dire qu'on a une composition standard, 38-32 souvent par convention dans la filière, et on paye différemment, on paye en litrage global jusqu'à 38-32, et les grammes au-dessus de 38 pour la matière grasse et au-dessus de 32 pour la matière protéique sont payés selon le plus souvent des grilles interprofessionnelles, basées sur les grilles interprofessionnelles donc, qui sont régionales, qui ont été définies dans les CRIEL il y a maintenant plus de 15 ans, je crois. Et du coup, l'implication de ce système de grammes différentiels, c'est qu'il y a une valeur différente entre le standard et la moitié. C'est bon? Pardon. Et je ferme juste le chat. Et donc oui, il y a une valeur différente entre le standard, la valeur accordée au prix standard et à ces grammes différentiels. Et donc, il y a 8% de la matière sèche utile, de la matière utile du lait qui est payée sous ce régime des grammes différentiels. Donc, la teneur moyenne en MG, c'était 42,46 en 2025. Donc, il y avait 38 payés en standard et 4,46 qui étaient payés selon ce régime grammes différentiels. Et 33,85 de moyenne sur notre taux protéique en France en 2026. Donc, 1,85 en moyenne payé pour la matière protéique en grammes différentiels. Vous allez le voir, on a utilisé la grille Hauts-de-France pour l'ensemble des explorations et comparaisons avec les systèmes de paiement à la matière utile en Europe, parce qu'on la considérait comme la plus représentative et la plus simple de la filière au global. Notre taux butyreux et notre taux protéique, je fais juste un point là-dessus, ils ont progressé ces 10 dernières années, mais sur la matière grasse, ça constitue surtout un rattrapage suite à la fin des quotas qui ont été mis en 2015, puisque vous savez que les quotas étaient définis en fonction de la matière grasse, quand la quantité de matière grasse était limitée dans les quotas, et donc quand ils ont été supprimés, il y a eu un effet rattrapage, et parce que le moyen d'augmenter les volumes, c'était d'augmenter aussi les taux pour les opérateurs quand on est passé sur un régime de contrat. Et donc, autant la matière protéique a connu, comme vous voyez en rouge, une hausse assez linéaire, autant la matière grasse avait baissé avec cette mise en place des quotas, notre taux butyreux, et rebondi depuis la fin
des quotas, mais je vous l'ai dit, un rebond bien plus faible que dans des pays comme l'Irlande, comme les États-Unis, et comme on le verra, c'est le cœur du sujet, des pays qui sont passés à la matière utile, au paiement à la matière utile. Et donc la conséquence de ça, de notre hausse, même si cette hausse elle est moindre que dans les autres pays en termes de taux butyreux, c'est qu'on a de plus en plus de matières grasses payées selon ce régime des grammes différentiels. C'était 7% il y a 10 ans, aujourd'hui c'est 10% qui excède les 38. La moyenne, la différence entre 42,5 et 38 globalement. Il y a 10% de cette matière-là qui est payée sur les grammes différentiels. Notre système de paiement, par rapport à un système de paiement MSU, il a deux grands enjeux sur lesquels je vais revenir. Cet enjeu de la valeur différentielle, on va y revenir après, de la valeur accordée à cette MSU différentielle au global, MSU et global. D'abord, je vais parler MGMP confondu. MGMP confondu, valeur à la MSU, moyenne entre ce qui est donné pour la MG et la MP. On va y revenir. Les deux enjeux, c'est que ces dernières années, depuis que les prix ont flambé, les grammes différentiels au global sont moins valorisés que le standard, ce qui engendre une absence d'incitation à concentrer la matière dans le lait et un problème de distorsion de valeur entre les laits riches et les laits pauvres. Ça se voit à travers ce graphique-là, qui est très important, donc je vous invite à être attentif sur ce graphique-là, parce qu'il conditionne aussi la compréhension de la suite de l'exposé. Vous avez en vert notre prix standard 38,32 conventionnel, donc tout ce qui est payé standard, donc les 70 premiers grammes de MSU au litre. Et vous avez en violet, et ce sera toujours le même code couleur pour l'ensemble des slides, le différentiel, c'est-à-dire notre cas d'étude à partir de la grille Hauts-de-France, on a reconstitué le prix équivalent de ces grammes différentiels de la grille Hauts-de-France si l'ensemble du lait était payé comme ces grammes différentiels-là. Donc on fait, en fait, la grille Hauts-de-France, c'est 2,96 € le kilo de matière grasse et 5,39 € le kilo de matière protéique. Donc, si on fait 2,96 x 38 et 5,39 plus 5,39 x 32, donc si tout le lait était payé en 38,32 comme cette grille Hauts-de-France, on serait à 285 € les 1000. Et vous voyez que cet écart-là, finalement, avec le standard, jusqu'à 2021, il était relativement faible. La grille Hauts-de-France était plutôt en dessous, entre son différentiel, son marginal, et le standard au global, mais il y avait un écart relativement faible. Mais c'est depuis qu'il y a eu la flambée des cours des produits laitiers, depuis la vague inflationniste, que l'écart s'est très nettement accentué, où on est passé même au maximum. Il y avait 70% d'écart entre ton payé en standard et en différentiel, alors qu'il n'y a pas de différence de valeur industrielle entre le premier, le 38e, le 35e gramme, le 38e, le 42e, le 45e. Et pourtant, la valeur était à 70% en dessous. Et donc là, maintenant que le prix du lait conventionnel, là, mars 2026, la dernière donnée, était à 417 € les 1000, l'écart était en gros 47% sur cette grille-là. Voilà. Et donc, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, et là, c'est très important pour la compréhension des choses, c'est qu'un éleveur est payé 417 € sur ces 38-32 premiers grammes et au-delà de 38-32 premiers grammes, 285 € les 1000. Et donc, plus un éleveur a de lait riche, plus la part de sa matière utile qui va lui être payée à 285 plutôt qu'à 417, va être importante. Et donc, c'est là le nœud des enjeux. Ça, c'est un peu la même courbe, mais exprimée cette fois en kilos de MSU, mais cette fois en réel. Là, je ne suis pas sur du théorique avec la grille Hauts-de-France, mais vous voyez que ça colle, malgré le fait que certains des opérateurs sont sortis des grilles différentielles. Si on regarde des grilles des crielles, si on regarde effectivement à partir des prix France Agrimaire, ce qui est payé au motif des grammes différentiels par rapport à la MSU standard, le 38-32 là était au tout lait à 6,20 € le kilo de MSU pour l'équipe, 417 €, ça donnait ça
pour 38,32 et le différentiel MG/MP en moyenne était payé 4,6 euros le kilo là, sur mars 2026. Donc, on retrouvait là ce différentiel, c'est juste une autre façon de l'exprimer. Parler, je le dis tout de suite et je le redirai après, parler en litrage standardisé revient déjà de facto à parler en MSU, puisque tout simplement là, le 6,20 € par kilo de MSU, c'est juste le prix 38,32, le fameux 417 sur mars 2026, divisé par la teneur standard, divisé par 70. Donc, on parle déjà, en quelque sorte, en MSU, quand on standardise, quand on parle en prix standardisé, ce que vous faites depuis longtemps. Et donc, l'implication de ça, de ce différentiel qui est moins payé que le standard, c'est que je vous ai mis ici le cas d'étude où on prend deux éleveurs, un éleveur qui produit en 38,32, un éleveur qui produit en 42,34. Les deux éleveurs, donc vous le regardez sur le tableau de droite, produisent tous deux 42 tonnes de MSU par an. 42 000 kilos, 42 tonnes de MSU par an. Le producteur de lait 1 qui fait cet MSU à 38,32 a besoin de 600 000 litres de le fait pour produire ces 42 tonnes, alors que le producteur 2, 42,34, n'a besoin que de 550 000 litres pour les produire. Et c'est très important, en termes de valeur industrielle, les deux auront produit la même chose, 42 tonnes. Pour autant, si vous regardez le prix par kilo de MSU, et c'est logique au regard des éléments que je viens de vous montrer, là, sur mars 2026, où on retrouve notre 6,20 € dont je parlais juste avant, par kilo de MSU, donc le 417 €, les 1000 divisé par 70, 38 plus 32, alors qu'en prix réel, en 42,34, le prix n'aura été que de 6 €. C'est-à-dire que pour la même production, la même valeur industrielle créée, le prix ramené à la MSU aura été inférieur pour le producteur de lait 2 au producteur de lait 1. Et quand je dis la même valeur, en fait, c'est même pas tout à fait, puisque la valeur industrielle du producteur de lait 2 est peut-être même légèrement supérieure, puisqu'il y aura eu, pour produire la même quantité, 50 000 litres d'eau en moins à sécher et à transporter surtout. Et pour autant, son prix au kilo de MSU aura été inférieur. Et donc, la différence, c'est 8 500 € de moins pour la même production de MSU sur l'année 2025 et en cumulé 26 000 € depuis 2022, là, en termes d'équivalent chiffre d'affaires. Donc là, je suis sur une composition, pourtant, 42,34 par rapport à 38,32. Mais si maintenant on va sur des configurations d'éleveurs de lait plus riches, en 50-36, donc 50-36, c'est en gros un taux d'un troupeau mixte qui peut inclure des Jerseys Holstein. Là, la distorsion, elle est bien plus importante, puisque en 50-36, la part du lait, comme je vous le disais sur mon graphique tout à l'heure, qui est payée à 290 au lieu de 417, est bien plus importante en proportion. Et donc, on prend toujours notre producteur de lait 1 qui a besoin de ces 600 000 litres pour faire les 42 tonnes de MSU, notre producteur de lait 3 qui, lui, produit à 50-36 pour la même valeur industrielle créée, n'aura eu besoin que de 488 000 litres, donc plus de 112 000 litres d'eau en moins. 112 litres, ouais. Et donc, 112 litres d'eau en moins à sécher, à transporter. Et pour lui, vous voyez que son prix moyen ramené à la MSU a été très nettement inférieur du fait de notre système de prix. Là, il était à 5,7 kg de MSU à mars, contre encore une fois 6,2 pour un éleveur qui aura produit la même richesse à mars 26. Et donc, lui, c'est le producteur de lait 3 en équivalent. Il a touché 26 000 € de moins que le producteur de lait 1 pour la même production de MSU. Et en cumul depuis 2022, c'est 94 000 € de différence. Et donc, c'est là qu'on rentre sur ces comparaisons avec la plupart de nos voisins européens,
où je vous ai remis à droite, à quoi ressemble en termes d'implication la différence entre le standard et le différentiel en France, avec la grille Hauts-de-France, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle grille, hein. Je vous ai dit c'est la grille médiane, en gros, ça aurait été la même chose, le même constat, une différence entre la valeur du différentiel et du standard. Je prends l'exemple d'Arla, j'aurais pu prendre 10 autres exemples, celui de Friesland, celui de Tirlan, celui de la plupart des opérateurs en Europe et dans le monde. Arla a un système de paiement à la MSU, c'est-à-dire que la différence, où nous, il y a on a ce différentiel standard différentiel, la courbe violette suit la courbe verte. Et c'est simplement la définition d'un système de paiement à la MSU, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard, en tout cas dans le calcul du prix du lait, il réexprime toujours en standard, mais c'est à des fins de comparabilité pour réexprimer en litrage, mais toute la matière utile est payée à la même valeur, et vous voyez que quand on reconstitue, on fait exactement le même calcul à partir de leurs kilos de MG et de MP qu'ils publient, dans Zuvelnel en l'occurrence, on revient quasiment exactement au même prix et aux mêmes fluctuations. Donc, c'est la définition d'un système de paiement à la matière utile. Le petit différentiel entre les deux, c'est aussi qu'il y a des primes, à qualité durabilité. Et donc, en Europe, là, je vous ai mis, je ne vais pas revenir sur chaque pays, mais vous aurez ça dans le support. Je vous ai mis, en gros, le type de paiement des principaux opérateurs en Europe et un peu dans le monde. La grande majorité d'entre eux payent sur un régime MSU, mais d'autres aussi, en Europe, payent sur un régime gramme différentiel, à l'image de Capsafood, l'espagnol, et Valio, le finlandais, où ils sont aussi sur ce système-là. Et aussi en Allemagne, on a un certain nombre. Alors, ils ont un système qu'on appelle Grundpreis en Allemagne, où ils ne sont pas tous sur le même système, mais là où DMK est plutôt sur un type MSU, ce n'est pas le cas de tous les opérateurs allemands. Je passe rapidement, mais encore une fois, vous aurez les moyens de vous approprier ces éléments après, une fois le support envoyé. Et donc, vous avez sur ce graphique-là le prix du dernier kilo de matière grasse dans les laiteries européennes, où on voit très clairement, c'est-à-dire la différence entre les pays qui payent sous le régime des grammes différentiels, dont on fait partie. Je vous ai mis notre grille Hauts-de-France, notre grille Pays de la Loire, et Capsafood qui paye aussi à 3 € son dernier kilo de matière grasse. Et en haut, vous avez les pays qui payent à la MSU. Donc là, c'est le prix du 42e kilo, parce que ça permet de mettre en exergue cette différence entre ceux qui font une différence entre le marginal et le différentiel et ceux qui ne le font pas. Mais toutes les courbes en haut, c'est ceux qui payent toute la matière, que ce soit le premier, le 30e, le 42e, le 50e kilo de MG. Et donc forcément, ils sont corrélés au prix du lait. Le kilo de matière utile, c'est le prix du lait. Il évolue comme le prix du lait. Et donc, ils ont beaucoup plus payé ces dernières années en lien avec la hausse du prix du lait et la flambée du prix du lait. C'est le 42e kilo. Donc, le marginal. Et donc, on sait que c'est vraiment le marginal qui donne l'incitation ou non à produire de la matière. Sur la matière protéique, en revanche, les grilles, on retrouve notre spécificité française. Donc, on est globalement assis sur des grilles qui n'ont pas été revues depuis 15-20 ans. Mais on est sur un niveau bien plus médian, voire moyenne haute pour la grille Pays de la Loire. Alors, je précise, vous ne retrouvez pas vos valeurs de kilos de matière protéique parce que j'ai dû convertir en matière azotée à des fins de comparabilité. Voilà, la différence, c'est que encore une fois, on retrouve Capsa, Food, Orvelt Milch, qui payent aussi au gramme différentiel où ils sont stables, pendant que ceux qui sont à la MSU varient avec néanmoins des valeurs très différentes. Vous voyez que que les Irlandais, globalement, attribuent beaucoup plus de valeur à la matière protéique, qui sont montés à 10 € le kilo de matière protéique, pendant que des opérateurs comme DMK montent moins haut. On y reviendra après sur un rapport MGMP très différent. Payent beaucoup plus la matière grasse, vous voyez DMK en haut, que la matière protéique. Donc, derrière ces systèmes de paiement de matière utile en Europe, il y a une grande diversité des types de systèmes.
Je vous donne l'exemple de Valio aussi, parce qu'il y a aussi des systèmes de grammes différentiels où on peut avoir une valeur des grammes différentiels qui colle à la valeur du standard. Si on fait le même calcul pour Valio, vous voyez qu'ils sont en grammes différentiels, parce que vous voyez que c'est stable et qu'il y a des caps qui sont passés au gré des négociations, mais que globalement, leur valeur reconstituée, quand on reprend leur point de MP-MG, colle avec le prix 42,34 en l'occurrence. Donc voilà, il existe vraiment une diversité des systèmes en Europe et il est possible, eux, ils ont un système de réactif aux évolutions de marché. Le système de paiement, et donc la question, le cœur des questions, c'est est-ce que le type de système de paiement impacte effectivement la teneur en lait, la teneur des taux moyens dans le lait collecté dans ces pays-là. Corrélation n'est pas causalité, mais il se trouve que l'analyse statistique semble dire que oui, globalement, il y a un impact en moyenne du type de système qui se dégage. Vous avez en haut la teneur en MSU moyenne du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas, dont les opérateurs payent tous à la MSU à ma connaissance, où on est sur des systèmes, des taux au global 10% supérieurs au niveau français, et qui, avec un écart qui se creuse ces dernières années, et l'Espagne qui paye plutôt comme nous sur un régime gramme différentiel est effectivement en bas. Donc voilà, on a vraiment cette dichotomie entre des pays qui payent à la matière utile qui semble se dégager, même si corrélation n'est pas causalité. Ça se voit à travers ce graphique-là où je vous ai fait la moyenne des pays qui payaient à forte prédominance MSU par rapport aux pays qui payent majoritairement en grammes différentiels, où on voit vraiment un écart très important de taux moyens, où ils sont à 8,12. Donc encore une fois, c'est taux butyreux plus taux protéique, derrière ce 8,12. Et la France qui clairement décroche de ces pays-là. Et donc se pose la question de l'impact de notre système de prix par rapport au leur là-dedans, dans ces courbes-là. Si on prend même le cas de la Nouvelle-Zélande, donc là, je vous ai dit, là, on avait le cas des grands pays d'Europe, producteurs de lait, qui payent à la matière utile, qui sont déjà au-delà. Mais alors, c'est incomparable quand on les place par rapport à la Nouvelle-Zélande, ou la Nouvelle-Zélande qui paye depuis vraiment cette culture, en plus de parler, qui exprime même leur prix exclusivement à la matière utile. Eux sont sur des niveaux absolument incomparables, avec un taux de MSU à plus de 9,2%, plus de 15% supérieur au nôtre, et surtout un taux de MSU qui continue de s'envoler ces dernières années et qui, puisqu'il varie dans les systèmes, puisque c'est le prix du lait, le prix à la MSU, il envoie le signal prix de rareté dans les périodes de flambée des prix, de flambée des prix des produits laitiers, de flambée des prix du lait. Le signal de rareté est envoyé, et vous voyez que 2021-25, on était vraiment dans cette période, on a eu une hausse très impressionnante du taux de MSU. Derrière ce 9,2, en fait, ils sont à plus de 5% de matière grasse, et plus de 4 sur la matière protéique. Ça a des implications, puisqu'un des grands avantages d'avoir un lait plus riche, même s'il est sans doute inférieur à l'avantage, l'apport en termes d'adéquation offre-demande, c'est celui des économies de coûts que l'on a à faire un lait plus riche, à faire la même matière avec 10% de litrage en moins. Donc, je vous ai fait des calculs rapides d'ordre de grandeur. Si on avait les taux de MSU du nord de l'Europe, je n'ai pas pris la Nouvelle-Zélande, pour une production équivalente de MSU de produits finis équivalente, on aurait à peu près 10% d'eau à sécher en moins. Et notre estimation, c'est que l'impact, il serait d'abord bien plus sur les coûts de collecte que sur les coûts de transformation et de séchage. En fait, les gains, ils ne seraient pas à court terme, ils seraient sur du moyen et sur du long terme surtout. Alors à court terme, il y aurait
des impacts, évidemment, parce qu'il y aurait moins d'impact, moins d'eau à transporter, mais il faut faire la distinction entre les gains de court terme et les gains de long terme. Si durablement on avait des taux de MSU 10% supérieurs, ça permettrait une recombinaison des flux logistiques, des tournées, des remplissages de camions, et donc sans doute une baisse à peu près proportionnelle à la baisse de l'eau à transporter pour la même quantité de matière sur les coûts de collecte. En tout cas, sur les coûts variables associés à ces coûts de collecte. Sur les coûts de transformation séchage, on a moins d'impact que ce qu'on pourrait penser intuitivement, parce qu'en fait, avec 10% d'eau en plus à sécher, c'est surtout la phase d'évaporation qui est concernée, puisqu'elle rentre en atomisation un lait standardisé avec une même matière sèche, et c'est cette partie-là du séchage qui est la plus énergivore. Donc, c'est pas parce qu'on a 10% d'eau en plus pour la même quantité de matière, par contre, qu'on a 10% de coût de séchage, d'énergie liée au séchage en plus. Là, c'est moins proportionnel. Donc, on a fait cette estimation que les deux cumulés, coût de collecte et coût de transfo, si on avait un taux de MSU 10% supérieur, serait d'environ au maximum 3 € les 1000, soit quand même 70 millions d'euros équivalent pour la filière, mais surtout des économies à long terme de coûts de collecte et beaucoup plus que de coûts de séchage et à long terme plus qu'à court terme. Donc, je vous ai parlé dans cette première partie de l'enjeu autour de la MSU différentielle. Et donc, le second grand enjeu autour des systèmes de paiement, c'est celui du rapport MGMP. Donc là, pour l'instant, on parlait MSU au global, sans faire la différence à MGMP en gros. Mais le deuxième inconvénient de notre système de paiement par rapport au système MSU, c'est qu'on ne respecte pas dans le rapport prix MGMP le signal prix, puisque le prix de la matière protéique est resté ces 10 dernières années très nettement supérieur à celui de la matière grasse dans les grilles, pendant que c'était l'inverse sur les marchés, et donc ce malgré les excédents de MP en France et les déficits de matière grasse. Sur ces 10 dernières années, donc là, vous avez le ratio, la part de la valeur de l'AMG par rapport à la part de la valeur de l'AMP dans la Ballot beurre poudre, qui en gros, c'est la partie la plus volatile du rapport MGMP. Dans notre PGC, ça ne varie pas aussi fortement, aussi vite. Mais en moyenne, ces 10 dernières années, la part de l'AMG dans le total de la valeur du lait a été de 52%, donc très nettement au-dessus de ce que c'était au début des années 2000, quand la matière grasse était le parent pauvre du lait. Et donc, 52% en moyenne, et pour autant, la grille Pays de la Loire, la part de l'AMG dans le prix, elle est que de 31%, et la part de l'AMG dans le prix dans la grille de France est de 39% seulement. Donc, on voit bien qu'on ne colle pas là-dessus avec le signal prix, donc on n'en voit pas, quand on manque de MG, le signal prix de cette rareté relative sur les marchés, et donc on ne produit pas l'incitation à faire en fonction des besoins des opérateurs, d'ailleurs, qui peuvent être très distincts, parce que je l'ai évidemment derrière notre excédent de matière protéique et notre déficit de matière grasse, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont, eux, dans la situation inverse, avec des excédents de matière grasse, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, évidemment. Et donc là-dessus, derrière la diversité des systèmes de paiement en Europe, de systèmes de paiement à la matière utile en Europe, certains font varier leur rapport MGMP dans le prix du lait, d'autres ne le font pas varier. En ce sens que vous avez ici, je vous en ai pris 3, en Europe, il y a Fonterra. Donc dans le monde, de manière générale, Fonterra, le néo-zélandais, Fonterra paye toute la matière utile au même prix, donc MGMP égale le même prix accordé à l'un et l'autre. Vous avez Glanbia, l'Irlandais, Tirlan, qui, eux, payent plus, et on l'a vu tout à l'heure, l'AMP que l'AMG, avec un rapport qui est stable dans le temps. Les deux courbes sont parallèles, c'est-à-dire que le rapport MGMP est fiable. Et par contre, vous voyez, est stable. Par contre, vous voyez qu'Arla, la valeur de leur point de MGMP, ils payent à la MSU, donc varie avec le prix du lait. Ça, c'était la première partie. Mais vous voyez que les deux courbes ne sont pas parallèles, ce qui veut dire que leur rapport MGMP évolue dans le prix du lait, en fonction des marchés, on va le voir. Et vous avez la France avec, évidemment, la situation que vous connaissez, des courbes stables en lien avec nos grilles interprofessionnelles.
Et donc, si on retranscrit ça en termes de rapport MGMP, en tout cas de part de la matière grasse dans le prix du lait, alors là, c'est un élément très important parce qu'il permet de comprendre la façon dont ils constituent concrètement leur paiement, leur système de paiement à la matière utile, nos voisins européens notamment, et Fonterra. Le rapport MGMP, on vient de voir Glanbia où eux sont stables depuis 10 ans, donc voilà, la courbe est fixe. Hein. Fonterra, on vient de le voir. Pourquoi ils sont à 55% Fonterra alors qu'ils payent la même chose pour la matière grasse et la matière protéique? C'est simplement que la matière grasse, c'est 55% en quantité de la matière utile, en gros, en tout cas dans le rapport 42-34. Donc, quand on paye la même chose pour la matière grasse et la matière protéique, vu qu'il y a plus de matière grasse dans le lait, ça donne 55% de la valeur du lait qui vient de la matière grasse. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous invite à regarder Friesland Campina et Arla. Donc, on a dit, Arla, vous avez vu tout à l'heure, juste avant, que le prix de l'AMG et de l'AMP bougeait, en tout cas le rapport entre les deux. Alors, on le voit différemment sur cette courbe-là. On voit que ce rapport MGMP, il ne varie pas tous les mois. Ce rapport MGMP, il est revu en début d'année civile, tout le temps, en début d'année civile chez Arla. Et vous voyez qu'il a augmenté, qu'ils ont donné plus de valeur à la matière grasse qu'à la matière protéique dans le lait, parce que ces dernières années, le rapport MGMP sur les marchés augmentait, mais qu'ils l'ont fait en début d'année civile, et que, voilà. Et Friesland Campina, eux, ils sont sur des triennales, hein, ils bougent tous les 3 ans leur rapport. Alors jusqu'à 2022, ils prenaient en compte le lactose, puis plus du tout. Mais rapport fixe pendant 3 ans et début d'année civile, alors à des fins, c'est plus simple aussi pour des conventions d'entreprise, hein, à des fins de praticité en tout cas. Mais qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Et ça, c'est vraiment un élément majeur et très important. C'est que, alors là, c'est le même graphique, mais l'explication qui va avec, c'est que pour leur type de système de paiement MSU à nos voisins européens, c'est vraiment des systèmes où ils déterminent le prix MSU, donc en fait c'est un prix du lait standard, hein, et ils appliquent ensuite un ratio MGMP, le plus souvent qu'ils font évoluer. Quand ils le font évoluer, ils ne le font pas tous, ils le font en début d'année civile. Ils ne le font pas du tout évoluer au gré des mois. Et le seul pays à notre connaissance qui fait différemment, ce sont les États-Unis, où eux, au contraire, ils donnent une valeur à l'AMG et à l'AMP. L'AMP, c'est en fonction du fromage, c'est ça, sur le classe 3, et du beurre, et l'AMG sur le... Ouais. Mais ils partent d'abord du point de MG et du point de MP, et après, ils reconstituent un prix MSU global en fonction de la teneur en MGMP propre à chaque orientation de leurs 4 classes. Je ne reviens pas sur les détails, c'est un système très différent, mais en fait, ce système américain, il permet finalement de mieux éclairer le système européen et de Fonterra sur le fait que là où les Américains partent du prix de l'AMG, leur prix de l'AMG il dépend quasiment exclusivement du beurre, je crois exclusivement du beurre, l'AMP un peu plus. Et ensuite, ils calculent le prix du lait à partir de ça, pendant que les Européens, en gros, ont un prix de lait MSU et auquel ils appliquent des ratios MGMP fixes qui changent ou pas d'ailleurs sur certaines débuts d'année civile. On retrouve sur le seul taux de MG, tout à l'heure je vous ai montré ce graphique-là, c'était sur les taux de MSU, en gros à peu près la même configuration, et on voit que le Danemark, je vous ai dit, Arla a collé avec le marché en revalorisant, en plus de payer à la MSU, en changeant ce rapport MGMP chaque année pour coller au marché. Il se trouve que le Danemark, c'est en Europe le pays qui a connu la plus hausse taux de MG. Alors, corrélation causalité, on ne sait jamais, mais évidemment que ça a certainement joué. Voilà. Et donc, les États-Unis, je vous l'ai dit sur ce graphique, vraiment, finalement, ça évolue au gré des cours du beurre et de la poudre. Ingrédients en plus, donc, donc les débouchés les plus volatiles. Et donc, finalement, ils envoient le signal prix du marginal, de la part du mix produit qui est valorisé sur ces marchés ingrédients-là. Donc, il y a un aspect signal prix très fort. Et en fait, il semble que ce système de paiement-là, alors qui est très compliqué, sans doute qui serait complètement inadapté à notre système à nous, hein, mais c'est intéressant d'observer que leur taux de MG
s'est envolé de façon absolument spectaculaire ces dernières années, encore beaucoup plus que les graphes que je vous ai montrés précédemment en Europe. Ils étaient très loin derrière nous en 2013 et ils sont là, maintenant sensiblement au-dessus de nous. Ils ont collé finalement au signal prix envoyé par les marchés. Dès que le cours du beurre s'est revalorisé il y a 10 ans, en lien avec ce dont vous parlez tout à l'heure, le TB a suivi, donc l'offre, par définition, s'est adaptée à la demande. Et ce qui est très intéressant, c'est, même si c'est souvent le cas quand la matière utile augmente, la matière grasse augmente plus vite souvent, mais le rapport TB-TP, dont on parlait tout à l'heure, s'est également envolé, encore une fois, en lien avec les marchés. Le rapport TB-TP aux États-Unis a pris 10 ans, après 10 points en 10 ans. Voilà. Donc c'est assez spectaculaire. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que si on actualise cette courbe du rapport TB-TP sur les derniers mois, on l'a dit, les choses sont peut-être en train de changer, à voir si ça reste sur le long terme, ce qui est possible, en tout cas sur le rapport MGMP, avec aux États-Unis même des cours de la poudre maigre pour tout un tas de raisons, mais notamment la tendance pour les produits hyperprotéinés, dont la SMP profite par ricochet, a atteint un niveau record aux USA. Le rapport TB-TP s'est stabilisé directement. Donc, il y a vraiment une réaction directe sur les fermes. Alors, il n'y a rien, c'est très intéressant, ce n'est pas réplicable chez nous. On est sur des systèmes aux États-Unis de gigafermes, de rations complètement pilotées. C'est simplement pour vous donner cette idée de l'ampleur du potentiel d'impact de l'incitation du paiement à la matière, à quel point ça semble marcher. Ce graphique-là l'étaye également, où je fais le rapport TB-TP selon les différents systèmes. Donc, la France, gramme différentiel, rapport prix MGMP stable, on l'a vu. Le nord de l'Europe, rapport prix MGMP, donc système MSU, donc une incitation quand même à payer, à produire plus de matière, mais des rapports de prix MGMP, à part pour des opérateurs comme Arla, qui souvent restent stables, et un rapport TB-TP qui, du coup, n'a pas beaucoup évolué, alors que les États-Unis, à la fois système MSU et un rapport de prix MGMP dans le prix du lait très évolutif, eux ont vu leur TB-TP, leur rapport TB-TP dans la composition, dans la collecte du lait, effectivement augmenté très franchement. Donc ça concorde plutôt, ça corrobore plutôt cette idée que le type de système semble effectivement impacter la composition du lait. Et donc voilà, je fais la synthèse de ça dans ce tableau-là. Je retranscris ce que dit le graphique précédent finalement, le type de système. Voilà, je ne vais peut-être pas m'attarder dessus, vous l'aurez, parce que je vais rentrer sur la toute dernière partie, sur les systèmes, sur une simulation de ce que donneraient ces différents systèmes en Europe et aux États-Unis si on les appliquait sur notre filière à nous. Alors encore une fois, je m'extrais complètement des questions de prix, de répartition de valeur. C'est complètement, parce qu'on parle à prix réel égal, c'est-à-dire que on repart du prix réel 2000 de ces dernières années et on y applique des simulations différentes. Et donc, on simule l'implication de différents systèmes de prix. On repart du prix du lait réel France conventionnel, on le divise par la teneur réelle MSU globale de la collecte France pour avoir un prix par kilo de MSU. Et on applique à ce prix MSU différents rapports MGMP pour attribuer un point de MGMP, une valeur simulée. C'est intéressant de voir que d'un point de vue pratique, ces choses-là, elles peuvent être faites. Les indicateurs que l'on publie au CNIEL dans notre tableau de bord, ils sont déjà exprimés en standardisé, en standard, et je vous l'ai dit, un prix en litrage standard, ça équivaut exactement déjà à un prix en MSU. Il suffit de diviser par la teneur MSU. Et donc, tous nos indicateurs, ils sont déjà exprimés en standard. Le prix allemand, en 38,32, souvent pour refléter le PGC export, il était là sur l'année 2024. Il était à 484 €, ça donne 6,91 de kilo de MSU. Le prix de revient, alors lui, il est en teneur réelle Collecte France. Donc, on le divise par la teneur réelle de Collecte France 76 et on obtient 1 kg MSU. Et la valo beurre poudre, alors qui n'est pas validée interprofessionnellement de jour où elle revient, en tout cas, elle est aussi exprimée en 38,32. Et là, pour les simulations, j'ai pris le coût de transfo qui n'est pas validé interprofessionnellement de 139 €, mais juste parce qu'on a besoin pour faire ces simulations. Et donc,
très intéressant à regarder, mais pour vous dire à quel point la révolution, en tout cas sur les indicateurs, ne serait pas majeure, c'est qu'on peut reconstituer le prix. On fait 50% prix de revient, 20% prix allemand, 30% beurre poudre pour coller en gros au mix produit français. Ça aurait donné sur l'année 2024 6,15 € du kilo de MSU. Là, je suis sur du conventionnel, ça donne 470 € au 1000 litres de prix réel conventionnel. C'est exactement le prix français conventionnel de 2024. Et donc, si on part sur notre première simulation, je vous ai dit, on part du prix réel conventionnel MSU, qui est à mars. Ça, c'est un repère important, 417 € à mars. 417 € les 1000 à mars, ça donne 5,8 € pour la teneur réelle moyenne qu'on avait à ce moment-là. 5,8 € kilo de MSU. On part plutôt d'un type Glambia, hein, donc où ils ont un rapport fixe depuis quelques années, et on applique à ce prix réel ce que font, selon la méthode plutôt européenne, quoi. On part du prix MSU, on applique un ratio MG-MP fixe, en l'occurrence la Glambia comme Glambia, et ça donnerait cet ordre de grandeur là. Là, on serait derrière le 5,80 € de kilo de MSU, si 50% venait de la matière protéique, 50% de la matière grasse, ça donnerait du 5,30 € kilo de MG, 6,70 € kilo de MP. Donc, c'est un système qui aurait pour avantage la lisibilité avec un rapport MG-MP fixe, comme inconvénient d'être moins réactif à l'évolution du signal prix du rapport MG-MP, puisqu'on est sur un rapport 50-50 stable. Maintenant, si on va sur un rapport 55-45, 55% de la valeur qui vient de la MG, 45% qui vient de la MP, rappelez-vous, c'est exactement le rapport qui annule la composition. D'ailleurs, c'est un ratio de valeur 55-45. Oui, 55 MG, 45 MP. Et ben, ça donnerait exactement le même prix pour le kilo de MG et le kilo de MP, qui serait à l'instar de ce que font Fonterra, Cobel, DMK cette année, 5,80 € pour chaque kilo de MG et de MP indifféremment. Et si on allait à l'inverse sur un rapport MG-MP de 60-40, avec 60% de la valeur du prix du lait qui serait accordé à l'AMG, cette fois le prix de l'AMG serait supérieur à celui de l'AMP. On serait à 6 € derrière, toujours ce 5,80 €, puisqu'on ne changerait au prix réel global. On aurait un prix de la valeur de MG à 6,40 € et un prix de la valeur de MP à 5,30 €. Du kilo de MP, pardon, à 5,30 €. Donc voilà, et 60-40, c'était en gros le ratio MG-MP de la valeur beurre poudre. Sur les années de flambée du beurre, là, on n'est plus du tout sur cet ordre de grandeur-là, où on est retombé en dessous des 50%. Et si, en revanche, on appliquait plus un système américain, c'est-à-dire qu'on faisait, en gros, qu'on déterminait le prix de l'AMG et le prix de l'AMP. Alors, pardon, la légende a sauté. En jaune, ça n'avait pas sauté pour tous les graphiques, c'est bon. En jaune, c'est toujours le prix de l'AMP. En bleu, c'est toujours le prix de l'AMG simulé pour un prix de la MSU, toujours équivalent à 5,80 €. Si on appliquait un rapport MG volatile au gré de la valo beurre poudre, on aurait été à 7,10 € le kilo de MG, 4,80 € le kilo de MP, l'inverse. Et donc voilà. Et donc les conclusions avant d'arriver sur les questions, les avantages des systèmes de MSU, ils sont nombreux. Ils relèvent davantage de compétitivité, de simplicité et d'équité. Je précise, et je le reprécise, que là on va, vous le voyez, sur des préconisations. C'est la demande. Ce n'est pas une position des 4 collèges. En revanche, on a eu la demande de nos professionnels de la commission économie d'aller jusqu'à la préconisation, mais ça ne constitue en aucun cas une de leurs positions, ce que on peut considérer comme des recommandations. Les avantages d'un basculement vers le paiement MSU, il serait en termes de compétitivité un levier sans doute efficace pour piloter l'évolution des taux au regard des fluctuations de marché. Donc là, c'est le deuxième point, mais le premier point, c'est qu'il semble permettre effectivement une meilleure concentration de la matière utile dans le lait. On l'a vu, les pays qui payent à la MSU ont en moyenne une teneur MSU dans le lait plus élevée. Voilà, ce qui fait sens de payer toute la matière
de la même façon quand, en termes de valeur industrielle, le 42e grave n'a pas de différence de valeur, le 45e avec le 45e, ou le premier ou le 10e. Et ces moindres taux de MSU en France, ils se traduisent par un réchauffement surtout du coût de transport qui pèse un petit peu sur notre compétitivité, par une hausse de l'empreinte carbone des produits finis aussi, puisqu'on trimballe forcément plus de flotte. Et donc, jouer sur le rapport et donc ça, c'est le premier aspect compétitivité. Et le deuxième, c'est l'aspect collé au marché. Je vais vous présenter très largement, donc je ne reviens pas forcément dessus. Quand on colle au marché, on fait plus de ce dont le marché a besoin. Et quand le beurre vaut très cher, comme toutes ces dernières années, et qu'on aurait fait 100 000 tonnes de plus quand il valait 7 000 €, ça représente un coût d'opportunité qui a été très important ces 10 dernières années en tout cas. Donc un fort avantage à faire coller la demande à l'offre en fonction des marchés. Un avantage, alors ça c'est pas intuitif, mais de simplicité, en tout cas par rapport aux systèmes tels qu'ils sont pratiqués en Europe. Le système américain est beaucoup plus compliqué, mais le système de paiement MSU, je leur dis, c'est juste la même chose qu'un système de grammes différentiels, mais avec des grammes de MSU différentiels de même valeur que la MSU standard. Et encore une fois, toutes les entreprises qui payent à la MSU en Europe, elles expriment ensuite de nouveau avec une composition standard en litrage leur prix, mais elles ne font pas, il n'y a pas de seuil à partir duquel elles payent plus ou moins leur prix pour toutes celles qui le font, Or, CAPSA, Valio, etc. Et du coup, si la filière passait, ou certains opérateurs de la filière passaient sur un système paiement MSU, ça pourrait paradoxalement engendrer une réduction des tensions, puisque notre système entre les collèges, entre les opérateurs, puisque notre système actuel se traduit souvent par deux négociations, volonté de négociation, à la fois sur le standard et sur les grammes, donc double risque de cristalliser des tensions, alors que là, on paye tout de la même façon, donc il y a un avantage de simplicité aussi là-dessus. Et enfin, je vous ai parlé d'un des leviers de compétitivité les plus faciles à activer. C'est dans la catégorie simplicité, parce qu'on sait qu'on a un enjeu de compétitivité dans la filière. Un grand nombre des autres enjeux ne dépendent pas que de nous, en partie des pouvoirs publics. On est en train de rédiger un plaidoyer compétitivité sur ce sujet-là, mais celui-ci, il dépend, entre guillemets, que de la filière. Et ce n'est pas forcément une révolution, ce paiement, même s'il y aura dans les enjeux réels un enjeu de comparabilité réelle, mais non insurmontable, puisqu'on peut, comme je l'ai dit, continuer à exprimer en litrage. En revanche, là où un système paiement MSU n'est pas de seuil standard, dans la façon de le réexprimer, il faudra relever le seuil standard à 42,34 à partir duquel on exprime en standard les prix du lait. Pourquoi ? Parce que si une première laiterie passe sur ce type de système et qu'elle met plus dans le différentiel et moins dans le standard, en comparaison des autres qui ne seront pas passés à ce système, si on recalcule en 38-32, la comparaison sera biaisée. D'ailleurs, c'est déjà le cas de ceux qui payent plus les grammes différentiels, on sous-estime leur prix 38-32 du fait de ce standard qui est plus adapté à la composition réelle du lait, qui est aujourd'hui plutôt à 42-34 en moyenne France, et en moyenne pour beaucoup d'entre vous. Et en termes d'équité, les avantages, c'est de rétablir plus d'équité comme avant la flambée inflationniste de 2022 entre les questions de lait riche et de lait pauvre, comme avant 2022 où il n'y avait pas cette distorsion aussi forte, où on l'a dit, une question de 95 000 € cumulés depuis 2022, un manque à gagner de 95 000 € par rapport à un éleveur qui aurait produit la même MSU en 38-32. Et le dernier avantage, et pas des moindres, en faveur de parler davantage à la MSU, notre système de paiement à la MSU, c'est qu'en parlant, ça permettrait de s'approprier ce langage, davantage parler directement à MSU, de changer le prisme des fermes et donc d'améliorer le pilotage des taux aussi par là. Voilà, je vous remercie. On a quelques minutes encore donc certains, je pense, devront partir à 15h, mais on pourra déborder, je pense, un petit peu si vous le souhaitez, pour ceux qui ont encore un peu
de temps. Mais voilà, on va aller sur les questions. Oui, Jean-Marc. il y a un certain nombre de questions. Je vais commencer par essayer de les grouper. La première, c'est en Irlande, comment expliquer l'envolée des taux de tireurs en Irlande? Comment ont-ils fait pour monter ces taux? Alors, peut-être que c'est une question qui a été posée avant la seconde partie, où on a peut-être répondu à une partie de ça parce que l'Irlande fait partie des pays qui payent à la MSU, donc sans doute ça joue. La réponse, c'est que c'est une combinaison de facteurs techniques et économiques, puisque tout levier technique se rapporte à un coût, aller chercher à un prix, pardon. Aller chercher 1 kg de MG, c'est peut-être rentable, c'est peut-être pas rentable quand on est à 4 € le kilo de MG, et ça le devient quand on est à 6 € le kilo de MG. Donc, les mêmes leviers techniques, en fonction du système de paiement, ils peuvent devenir rentables ou non rentables. Et donc, c'est technico-économique, c'est que les leviers techniques sont rentables en fonction ou non de la situation. Mais on a, et c'est très important, en parallèle de ce travail-là, la commission ECO avait demandé aux équipes techniques du CNIEL de produire un travail d'analyse de quels étaient les leviers techniques mobilisés dans ces pays-là qui ont réussi à augmenter les taux aussi vite qu'ils l'ont fait ces dernières années. Et on en aura des premiers résultats, c'est en cours, on en aura des premiers résultats bientôt, je pense, puisqu'ils sont en train de travailler dessus, donc en lien aussi avec nous sur les aspects économiques, même si c'est davantage une étude technique. Et donc, évidemment, il y a des aspects alimentaires, génétiques et de choix de race qui rentrent en jeu. Une autre question sur les différences de taux entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui explique le décrochage récent entre France et Allemagne sur la teneur en MSU? On avait eu un beau rattrapage sur les dernières années et là, ça décroche. Sur l'Allemagne, je sais que je sais pas très précisément. Je pense que c'est pas un pays qui sera abordé dans l'étude parce que c'est un pays où les taux ont plutôt évolué comme nous. On est plutôt sur un pays avec prédominance, en tout cas dans le sud du pays, de système ground price avec un correctif qui est appliqué sur le différentiel où globalement on paye moins le différentiel que le standard. Mais il y a aussi des opérateurs comme DMK plus dans le nord qui payent à la MSU. Donc il faudrait regarder plus en détail ce qui explique ça. Je ne peux pas vous répondre clairement, mais il y a aussi des opérateurs qui transmettent le signal prix sur le marginal à l'image de DMK. Peut-être que ça joue, mais là franchement je ne peux pas me projeter là-dessus, je ne sais pas. Plusieurs questions sur les protéines. Peut-on imaginer un jour l'obligation de standardiser la protéine sur le lait de consommation? Sinon, comment valoriser la protéine achetée? Ça là-dessus, on n'est pas spécialiste de la techno laitière. Simplement vous dire qu'il n'y a que le lait écrémé sur lequel, à ma connaissance, il n'y a pas de possibilité de standardisation. Le lait écrémé, c'est aujourd'hui plus que 8% du lait en France. Donc effectivement, il y a cette question-là. Sur 8% du lait en France et donc 4% de la matière en France. Voilà, ça comporte 4% de la matière en France qui, à ma connaissance, ne peut pas standardiser. Le 96% autre, quand on a plus de matière, on a aussi plus de produits finis global à la fin. Une question sur les protéines. Selon la nature des protéines et la destination du lait, les consommations, fromage ou séchage, a-t-on vraiment la même valorisation du premier au 40e point de protéines? Alors, au sens d'une entreprise, non. Évidemment, au sens d'une entreprise, non. Au sens d'une collecte d'une ferme, on ne peut pas considérer, on ne peut pas imputer je pense, le raisonnement mixte produit sur un éleveur. Mais évidemment, et ça notamment, c'est des choses qu'on avait pas mal présentées. On était notamment revenu là-dessus sur l'étude précédente. Mais oui, la valeur marginale des derniers kilos de matière protéique, en gros, qu'on met dans la poudre maigre, elle était ces dernières années très nettement inférieure à celle quand on la valorise très bien dans certains fromages notamment. Donc évidemment, il y a 1000 valeurs de la protéine pour 1000 produits. Et j'ai bien insisté dessus au début, on est vraiment sur des moyennes derrière. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Après, c'est à vous de vous en saisir dans vos fermes, vos entreprises, en fonction de vos cas propres. Une dernière question sur les protéines, c'est est-ce que le travail réalisé dans certains secteurs pour la valorisation des caséines ne risque-t-il pas d'être anéanti par le paiement à la MSU? Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas si vous pouvez préciser cette question-là. Je ne sais pas.
Sinon, différentes questions. Je ne sais pas. Non, pardon. Ouais, vas-y. Différentes questions sur les prix. Quel prix du grain différentiel pour une équité entre les producteurs? Simplement, il n'y a pas de prix fixe. Les prix, ça dépend des entreprises. Les stratégies, elles dépendent des entreprises et de leur mix produit. Mais ce qui a créé une distorsion de valeur entre producteurs de lait riches et les pauvres, c'est quand le différentiel entre standard et différentiel s'est creusé. Et donc, c'est simplement que l'ensemble soit payé de la même façon qui permet d'éviter ces distorsions-là. Voilà. Une question sur les prix. On a vu que l'étude a été réalisée notamment avec la grille Hauts-de-France. Les valeurs de MG et de MP sont différentes selon les régions. Est-il possible de refaire l'étude, de faire l'étude avec les différentes valorisations de points pour voir si c'est intéressant? Vous aurez les éléments, donc vous pourrez vous en saisir. Alors, très franchement, ça ne change, je peux vous le garantir, que ça ne changera absolument rien au constat que j'ai dressé aujourd'hui si on prenait n'importe quelle autre grille en France. Voilà, pour les connaître à peu près toutes, on serait sur un constat proche, des chiffres un peu différents, mais un constat très proche à chaque fois. Autre question sur les prix dans les pays à la MSU. Est-ce que les bonus, autres qualités notamment, sont liés au litrage ou à la MSU? Je pense que ça dépend, mais ça, il faudra qu'on continue à interroger nos partenaires européens sur ces questions-là. Je pense qu'on pourra vous répondre plus précisément. Je pense que ça dépend. Voilà, c'est à peu près les... Attends, excusez-moi, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Bon, question plus large, mais est-ce que la France a des outils industriels pour transformer la matière grasse si la filière se met à... Alors, c'est une question très intéressante et c'est pour ça que ça me fait dire que je n'ai pas assez pondéré ce propos-là et rappeler que déjà, on s'inscrivait sur du très long terme. Derrière ces questions-là, on ne préconise pas tout d'un coup de faire 100 000 tonnes. Alors déjà, le marché ne pourrait pas du tout l'absorber actuellement, mais c'est des choses qui ont du coup déterminé nos outils de transformation, la volonté aussi d'investir, de continuer à investir là-dedans, et qui continueront à le déterminer à l'avenir. Donc, c'est un sujet qui va, au fur et à mesure qu'on connaîtra d'autres flambées du prix du lait ou d'autres baisses, continuer à se renforcer, celui et qu'on doit vraiment s'extraire un peu du conjoncturel et on parle de structurel, mais il est évident qu'aujourd'hui, mais c'est aussi la résultante de tout ça, de notre mouvement de TB, il n'y a pas les capacités pour 100 000 tonnes de plus, mais avec en raison notamment des investissements qui ont moins été faits sur des beurreries que sur d'autres orientations ces dernières années. Et une question sur le bio. Est-ce que la même situation pour le lait bio? Les collecteurs de lait bio ont souvent relevé à la hausse les prix du grain différentiel de MG voire de MP. Pourtant, il reste toujours une sorte de prime au volume. Alors, c'est très intéressant cette question-là parce que je ne vous l'ai pas mis, je n'avais pas le temps aujourd'hui. Mais il se trouve que effectivement, il y a plus d'opérateurs qui sont sortis des grilles sur l'AMG. Il y a plus d'opérateurs qui payent l'AMG, donc du coup plus que sur les grilles. Et on a aujourd'hui un taux butyreux supérieur en bio, en moyenne, par rapport au conventionnel. Donc, on pourrait faire ces analyses sur la bio pour le coup. Et sans doute que ça montrerait en moyenne une moindre distorsion. Mais elle doit exister quand même. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y a quand même une différence entre le différentiel et le standard sur la bio, même si elle est bien moindre qu'en conventionnel, liée à beaucoup d'acteurs qui sont sortis des grilles. Donc on va finir, plusieurs compliments sur la présentation. Une question, je dirais peut-être qui serait pour être là. Attendez, il y a une dernière qui vient d'arriver. On a parlé de quantité et non de qualité. Avez-vous un recul sur la complémentation des rations de base de vaches laitières, risque de complémentation avec l'huile de palme? Alors, ça fait justement partie. J'ai été incomplet en vous parlant de l'étude que sont en train de réaliser les services techniques du CNIEL. Ça fait vraiment partie du champ de l'étude.
On veut vraiment analyser, pas qu'en s'arrêtant au prisme quantité de matière grasse, mais tous les impacts en fonction des rations, et notamment à l'aune de ce qui s'est passé dans les autres pays, en termes de fonctionnalité de la matière grasse, sur les impacts nutrition. Alors, si des pays utilisent de la matière grasse, utilisent de l'huile de palme pour augmenter leur matière grasse, qu'est-ce que ça a comme impact sur les profils d'acides gras, avec toutes les implications qu'on peut connaître d'un point de vue nutritionnel et fonctionnalité, et surtout quand on a notre savoir-faire en beurre et nos beurres très spécifiques qu'on fait en France. C'est vraiment une question très importante que je vous remercie d'avoir posée là-dessus. Et donc, l'étude technique permettra en partie apparemment d'y répondre. Alors, plusieurs questions sur comment ce sujet va être abordé au CNES, donc ça on verra plus tard. Et c'était juste une dernière question, c'était quel système permet en fait de faire de la matière pour ne plus en importer? Je pense avoir répondu. Non, alors le système seul, encore une fois, ne peut pas permettre, mais le système peut inciter à la mise en pratique de certaines matières, de certaines pratiques favorables à la production de matières grasses. Il ne faut pas en attendre, je pense, des effets immédiats colossaux, mais des effets progressifs pour effectivement reconquérir cette autosuffisance. Alors, une dernière question, mais technique, je pense qu'elle sera plutôt abordée justement, comme tu l'as dit, par la commission en charge de la technique. Plus la vache fait de la MSU, plus elle fait de gras par point de protéine marginale. Pensez-vous que la crainte du passage au paiement de la MSU sur la protéine est justifiée dans la mesure où il n'induit pas un risque de surproduction de protéines? Je ne sais pas. C'est très bien. Bonjour Christophe. Puis elle fait de gras par point de protéine. Pensez-vous en fait, encore une fois, là-dessus, sur cette question, tout dépendra, il n'y aura pas de système de prix unique. Tout dépendra des négociations entre les opérateurs et leurs OP. Et donc, il y a des opérateurs qui ont trop de protéines et d'autres pas assez. Je ne pense pas que le système de paiement en tant que tel, on puisse le considérer comme un tout, puisqu'il est adaptable. Les rapports MGMP sont adaptables à tous les mix. Et donc, le système en lui-même ne pose pas forcément de problème. Il a l'avantage de s'adapter, comme on le voit dans la grande variété qui existe déjà en Europe. C'est tout bon. Bon. Je vous remercie pour votre attention et puis on vous envoie au plus vite le support et dans quelques mois, on aura un rapport plus détaillé de ces éléments-là. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions sur les adresses qu'on vous a indiquées. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.